J'aime un bon Cabernet Franc de Loire, un beau Chinon, je m'éclate, quoi. C'est un petit peu comme avec les femmes, quand on a 20 ans, on aime les gros seins, puis ensuite ça s'affine normalement. Ouais. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Bonne rediffusion. La longueur en bouche, c'est un peu comme un orgasme féminin. Ça monte tout doucement, ça reste en haut, et ça doit descendre tout doucement. Ok, ça y est, maintenant on va dire les termes. On va dire les termes. Bienvenue les vinolovers dans cette... Alors, elle apparemment c'est la boss du game de la vinologie sur YouTube et tout. Quand tu tapes des trucs liés au vin, quand j'ai tapé tous les mots-clés pour faire la playlist de ce soir, c'est elle qui ressort toujours dans les premiers résultats. Donc voilà, avec sa commu, les vinolovers. Ça c'est la commu, c'est sa Roro Family. Bienvenue les vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble 10 expressions à connaître absolument pour pouvoir décrire plus facilement les vins que vous dégustez. Donc là c'est totalement admis, c'est une vidéo pour pouvoir utiliser des termes compliqués comme ça en société. On boit du vin comme on l'a vu machin, on lâche ces mots-là et on aura l'air malin quoi. On aura l'air, voilà, je suis important, je sais boire le vin, donc fais-moi confiance sur d'autres aspects, par exemple le business ou autre, car j'ai compris le vin, je suis quelqu'un d'important. Moi, c'est comme ça que je le vois. N'oubliez pas de télécharger ma fiche de dégustation, je vous mets le lien en description. C'est une fiche qui vous guide pas à pas dans vos dégustations et qui vous aide à analyser les vins que vous buvez et à progresser plus rapidement. Alors maintenant, on va commencer tout de suite avec notre première expression à connaître. Le vin est charpenté. Alors ça veut dire que le vin est bien structuré. Si on reprend l'image, une charpente, c'est un genre d'ossature qui permet au toit d'une maison de tenir. Et ben dans le vin, c'est pareil. Et ce qui donne de la structure au vin, ce sont principalement les tanins. Donc charpenté, c'est une expression qu'on va principalement utilisé pour les vins rouges qui ont des tanins assez présents, ce qui leur donne de la structure en bouche. D'accord, comme il y a des tanins assez présents, donc le tanin c'était, j'ai déjà oublié, c'est pas comme l'acidité, c'est un autre truc, c'était ce qui était là sur les joues, qui tape sur les joues, qui fait, le truc que j'ai dit que j'aimais pas, le truc qui fait, donc comme il y a du tanin, par son tanin et parce qu'il est comme ça, il s'assoit quoi. Il a une structure, et donc, vu qu'il a une structure et qu'il tient bien, il est charpenté. J'arrive à y trouver du sens. Ok. On va pas vraiment utiliser cette expression pour des vins blancs ou rosés, puisqu'ils contiennent très très peu de tanins. Donc c'est plutôt réservé aux vins rouges dans la très... Ah, mais c'est pour ça que j'aime pas le vin rouge, en fait. C'est le tanin. C'est vrai que pour moi, j'aime bien vraiment que le vin blanc, et c'est parce que je trouve que quand tu te bois une bouteille tout seul en 20-30 minutes, seul le soir, comme ça, là, eh ben... Parfois, ça fait moins mal au bidou que des bières parce qu'il n'y a pas le pétillant, en fait. Ça permet d'en ingérer plus vite. Ce sera vraiment mon conseil. Vraiment, ce sera mon conseil. Mon rapport au vin. Vraiment, moi, ce sera ça, quoi. Très grande majorité des cas. Si vous voulez approfondir cette notion de tanin, je vous... Vélo stationnaire. Oh là là, il a été épinglé, le message. Merci. C'est du vélo stationnaire, vélo d'appartement. J'ai commencé par les 15 minutes, puis j'ai gagné en endurance. Maintenant, je fais 1 heure par jour. Mais c'est pour la remise en forme, plus autant pour la sciatique. Tu veux dire du vélo d'appartement, quoi. Le vélo qu'on est comme ça, qu'on est assis et qu'on en fait. J'en ai un, il est juste là. C'est réel. Je vous renvoie vers ma vidéo dédiée à ce sujet. Ça paraît logique, tu vois, parce qu'on a un peu penché en avant et on fait bien aller les jambes en cercle. Ça me paraît être en effet plus adapté pour tout ce qui est lombaire que la course à pied, hein. Surtout sur le sol, avec les pieds qui tapent comme ça. Après, je te conseille les pinots noirs. C'est souvent des vins rouges beaucoup plus légers. Non, mais en fait... non, évidemment que je caricaturais pour avoir l'air d'un connard. Pour, évidemment, vous... amuser la galerie. Mais non, en vrai, c'est vrai que... De moi-même, je vais jamais choisir de prendre un vin rouge. Mais quand il y en a, tu sais, je vais le boire et une fois à l'autre, je vais partir avec l'idée que je vais pas aimer. Et parfois, je vais en boire un et je fais « Ah oui, non, c'est vrai, ça va ». Mais j'ai jamais trouvé ça excellent en mode ah ouais, tiens, ce vin-là, vraiment là, alors là, et tu sais, j'en veux et machin. Non, c'est plus parce qu'il n'y a rien d'autre. Parce que souvent au resto, les gens disent machin, avec ce qu'on mange, on va prendre du vin rouge ou je sais pas quoi. Alors que moi, je préférerais du vin blanc, quoi. Mais bon, écoutez, c'est la vie, quoi. Je vous mets le lien directement en description. Ensuite, deuxième expression à connaître, le vin est équilibré. Alors ça, c'est ton anif qui t'iscate? Ou j'ai lu hors contexte une... Ça veut dire qu'il y a une harmonie globale entre l'acidité, l'alcool, le sucre et les tanins du vin si l'on a. Donc en gros, tout fonctionne bien ensemble, aucun élément ne prend le dessus sur... C'est ton anniversaire. Oh, bon anniversaire, Kitty Cat. Allez, tout le monde lance des bonnes annives dans le chat. Mais c'est tout le temps l'anniversaire de quelqu'un. C'était le mien la semaine dernière. Maintenant, c'est Kitty Cat. C'est qui le prochain?
C'est qui le prochain? En vrai, tous les jours, chacun son tour, on amène un gâteau. On amène un gâteau, en fait. C'est sympa, hein. Moi, j'ai eu ça jeudi aussi, quand j'ai dit ça et que tout le monde a dit bon anniversaire. J'étais waouh. Alors, c'est ça qui se passe quand on souhaite ton anniversaire, en fait. C'est sympa, en fait. Depuis toujours, je fais comme s'il n'existe pas, mais en fait, c'est parce que personne me le souhaitait. En fait... sur les autres et on a du coup cette impression globale d'équilibre et d'harmonie quand on déguste le vin. Pour aller plus loin dans cette notion d'équilibre, je vous renvoie vers une vidéo complète que j'ai faite à ce sujet pour vous aider à comprendre et à reconnaître un vin équilibré. Donc je vous le mets aussi en description, n'hésitez pas à aller le voir après si ça vous intéresse. Équilibré. On passe à l'expression suivante, le vin est... Vous avez écouté équilibré parce que moi c'était pas... Bon, il y a que moi qui n'ai pas écouté. Fermé, on peut aussi dire le vin est austère, pour moi ça veut dire la même chose. Et en gros, fermé ça signifie que le vin ne dégage fermé au débat. C'est lui le vrai fasciste. pas grand chose. Il est fermé au débat, le vin. Concrètement, il sent pas grand chose, il a pas beaucoup de goût. Donc quand vous le sentez, vous n'arrivez pas à identifier les arômes parce qu'ils sont très très discrets. Donc ça arrive et souvent on conseille dans ce cas d'aérer le vin parce que le contact avec l'air va aider les arômes à mieux s'exprimer. Donc soit vous faites tourner le vin dans votre verre. Et j'ai vu Steak, effectivement, en début de live, j'ai montré la petite carte collective, si c'est ça dont tu parles. Mais bien sûr, ça m'a fait énormément plaisir, bien sûr. Pour l'aérer, soit vous carafez carrément toute la bouteille si vous comptez la boire dans les heures qui suivent. Normalement, vous verrez que votre vin devrait s'ouvrir et devenir plus expressif. Alors, expression suivante, le vin... Ah non, mais c'est dommage, parce qu'en plus... Elle, tu vois, je sais pas pourquoi, je vois une sincérité dans l'amour du vin, même si pourtant c'est elle qui fait la vidéo qui est le plus sur les termes et pour avoir l'air cool comme ça, parce qu'elle, elle se dit, bah oui, bon, bah voilà, moi je suis passionné derrière et tout ça, mais évidemment que c'est ça qui intéresse les gens, je fais ma petite vidéo, voilà, je comprends. Et le pire, c'est que comme elle explique, à chaque terme, j'arrive à y trouver du sens. Je vois que, bah du coup, ok, je comprends que dans certains contextes, pour les gens qui veulent toutes les subtilités du goût, ça ait du sens de dire qu'il est fermé, etc. Il n'a pas beaucoup de goût. Donc, quand vous le sentez, vous n'arrivez pas à identifier les arômes parce qu'ils sont très, très discrets. Fermé, donc ça arrive et souvent, on conseille dans ce cas timide. d'aérer le vin parce que le contact avec l'air va aider les arômes à mieux s'exprimer. Donc, s'ouvrir, soit en fait. vous faites tourner... Il va se désinhiber un petit peu. C'est comme si le vin se prenait un petit verre de vin pour un petit peu être un peu moins fermé, quoi, un peu moins réservé, quoi. Et le vin dans votre verre pour l'aérer, soit vous carafez carrément toute la bouteille si vous comptez la boire dans les heures qui suivent. Normalement, vous verrez que votre vin devrait s'ouvrir et devenir plus expressif. Alors, expression suivante, le vin est corsé. Alors ça, c'est simple, ça veut dire que le vin est à la fois riche en tanins et en alcool. Donc c'est un vin charpenté avec un degré d'alcool assez élevé. Avec du caractère. On pourrait dire du caractère, par exemple. Impression de chaleur. Il a une personnalité. Parce que l'autre était fermé, ben on est sur un vin ici qui serait corsé avec pas mal de tanins, sur un vin qui a envie de s'exprimer. Un vin qui prend de la place. Il a envie qu'on l'entende. Hein, le vin, il veut être la star de la soirée. En fait, le secret, c'est de le personnifier. C'est qu'on considère que c'est une personne. Je crois que j'ai compris. L'enjeu du truc. Il faut que ça soit une personne, en fait. Le vin est une personne. Et là, ça marche. Et de puissance. Et on va continuer avec l'expression opposée. Cette fois, le vin est gouléant. Donc là, à l'inverse, le vin va être léger et donner l'impression d'être facile à boire. Donc ça va être un... Ça veut dire ça, gouléant? Je trouve que le mot ressemble pas à ce que ça veut dire. Vin avec un degré d'alcool plus faible et une certaine fraîcheur. Et c'est ça qui va nous donner cette impression de légèreté, de vin facile à boire. Donc... Gouléant, ok. Gouléant, moi j'aurais imaginé un truc... de vin gouléant. Ensuite, expression suivante, le vin est... un peu dégoulinant, quoi. Gouléant, un truc très... ouais, un peu épais, liquoreux. Court en bouche, alors là ça fait directement référence à la longueur en bouche du vin. Et un vin court, c'est un vin qui laisse pas vraiment de saveur dans notre bouche après avoir bu une gorgée. Alors que si le vin est long, ça veut dire que même après avoir bu une gorgée, on a encore des saveurs qui restent pendant quelques secondes dans notre bouche. Pour approfondir cette notion-là, je vous renvoie vers ma vidéo Comment reconnaître un bon vin, puisque la longueur en bouche est un des critères. Et oui, c'est ça aussi ces soirées-là. Hein. Ça peut être, voilà, moi qui pars avec plein de billets, qui est énervé, puis qui commence à trouver du sens de pourquoi les gens font ça. Mais attendez la conclusion, parce que l'élitisme reste présent. Par contre, peut-être que... peut-être qu'il y a des subtilités dans le vin, voilà. Du coup, je l'explique plus en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description. Expression suivante, le vin est mou. Alors là, ça signifie que le vin manque de peps et de fraîcheur, et ce qui donne cette impression... En fait, c'est ça que j'attendais depuis le début, c'est qu'on me donne la définition de ces mots. Et elle explique bien. Je suis en train de me dire, ok, bon... c'est des notions abstraites et complexes et qui se détaillent à fond.
Et du coup, on va utiliser un mot qui est codifié, qui n'a rien à voir avec ce contexte-là. Et on va dire mou, par exemple, dans un contexte qui n'a rien à voir. Et ça voudra tout de suite dire une notion très précise qui ne se dit pas avec d'autres adjectifs qui pourraient venir du commun des mortels, etc. Et après, c'est la réutilisation de ça. Vin de chair ou vin de sang? C'est le manque d'acidité dans le vin. On peut aussi dire que le vin est plat. En gros, il se passe pas grand chose dans votre bouche, ça manque de peps. Alors à l'opposé, si le vin est vraiment acide, on va dire qu'il est nerveux ou vert. Là, c'est vraiment trop agressif et ça devient perturbant aussi pour l'harmonie du vin. Le vin est nerveux. Ensuite, expression suivante, le vin est onctueux. Alors là, ça veut dire que le vin donne une impression de moelleux et de gras en bouche, un peu une sensation de rondeur ou de velouté. D'ailleurs, on dit aussi que le vin est rond. C'est quelque chose qu'on entend surtout pour des vins blancs en général. Et en fait, ce qui donne cette sensation, c'est trois choses différentes, l'alcool, le sucre et... Je commence à voir tout à fait les notions, effectivement, on faisait des parallèles tout à l'heure avec la musique. C'est vrai que quand on parle de sonorité et de choses comme ça, il y a plein de termes qui peuvent paraître vraiment abstraits. Quand on va parler de son chaud ou de son rond également, de sonorité comme ça, on va mettre des caractéristiques à un son. Il y a le même côté qui peut sembler insupportable et un peu abstrait qu'on le fait avec des notions de goût. Et le glycérol qu'on va tous les trois retrouver naturellement dans le vin en plus ou moins grande quantité. Alors expression suivante, le vin est tannique. Là ça veut dire que les tanins du vin sont assez présents en bouche et qu'on les sent beaucoup. Donc les tanins on les reconnaît à la sensation de sécheresse, de râpeux, d'astringence qu'ils amènent en bouche. Et voilà, mais c'est ça que je déteste, ok. Donc maintenant je pourrais dire très tanneux quoi celui-là, ou tannique. Tanneux ou tannique? Tanneux ou tannique. Je pourrais au moins goûter et faire... Trop tannique pour moi, ça, par contre. Là, vraiment, je suis désolé, mais si c'est pour être tannique comme ça, m'intéressez même pas la parole, en fait. Pour rappel, ça va concerner uniquement les vins rouges et vous avez le lien en description si vous voulez regarder ma vidéo complète sur les tanins. Et enfin, 10e et dernière expression pour aujourd'hui, le vin est voilé. En fait, ça veut dire que le vin est trouble au lieu d'être limpide comme on a l'habitude de le voir. Alors il faut savoir que c'est pas un défaut, c'est juste que le vin n'a pas été filtré, donc il reste des petites particules dedans. Tout ça. Il faut savoir que c'est pas un défaut, c'est juste que le vin n'a pas été filtré, donc c'est pas un défaut. Il reste des petites particules dedans, tout simplement. Mais ça n'affecte pas le goût ni la qualité du vin, c'est juste un choix du vigneron pendant la vinification. Souvent, c'est dans la famille des vins nature ou des vins en biodynamie qu'on va retrouver des vins non filtrés. Je vous mets une petite photo à l'écran d'un vin que j'avais dégusté dans le Beaujolais. Il est voilé, c'est vrai qu'il l'est. Il y a quelques temps, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Et voilà, maintenant vous allez... Plus il a de tanin, plus il donne mal à la tête. C'est vrai que ça donne mal à la tête. C'est typique du vin rouge, ça donne mal à la tête et ça fatigue. En fait, je trouve que c'est que des désavantages, quoi. Hein, si on parle en termes vraiment de carburant de défonce, je rigole à Twitch. Je trouve que ça donne envie de dormir. Ça donne envie de dormir, ça donne mal à la tête, ça déshydrate de ouf, t'as la bouche toute pâteuse. C'est que des défauts, hein. C'est que des défauts. Vous allez être capable de réutiliser les 10... Mais le sujet du live, c'est pas pourquoi le vin rouge c'est pas bon, c'est l'élitisme de l'œnologie. Expression qu'on vient de voir ensemble, j'espère que ça vous aidera à mettre plus facilement des mots sur vos ressentis quand vous buvez du vin. Et surtout, maintenant, vous connaissez la signification de ces expressions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et aussi si vous voulez apprendre les bases. Comme mais c'est vrai qu'en plus, dans les pays où la weed est légale, machin, pareil, vu qu'il faut donner tout un côté marketing et tout, il y a quand même tout un aspect comme ça. Si tu vas dans des bazars à Amsterdam de trucs, celle-là a tel goût et celle-là, elle coûte plus cher qu'une autre parce qu'en fait, elle est faite de telle façon et il y a ces subtilités-là, etc. Et on essaye aussi, en fait, de... différents trucs et tu peux un peu comme ça la sentir, il y a des subtilités, tu peux un petit peu goûter, donc finalement il y a ça un peu avec tout. Hein. De l'œnologie. Alors que ça n'a pas de sens. Il y a ça quand tu vas acheter du CBD. Non mais pire, voilà, c'est encore meilleur exemple, il y a ça avec les liquides de clopes électroniques en fait. Avec les saveurs de machin, quand j'avais commencé à clope électronique à l'époque, il y a vraiment le côté où il disait alors en fait voilà tu la mélanges avec tu mets le dosage de tabac etc, après il faut la laisser reposer une semaine, peut-être une semaine vraiment pour que le truc comme ça puisse reprendre un peu sa teneur et sa saveur et tout et tu sais il y a tout ce truc technique en plus des c'est vrai, il y a vraiment ça en plus de ouf putain en fait les clopes électroniques c'est l'absurdité même de ça, c'est qu'ils ont essayé de donner un côté connaisseur, genre il y a plein de termes techniques et il y a plein de différentes saveurs aussi, il y a le côté il y a aussi la notion de goût assez rond, les goûts un peu gâteaux, un peu gourmands. Il y a des gourmands, c'est ça, on parle de goût gourmand, où
de trucs fruités assez... Putain, c'est réel, ça va oublier, c'est fou. C'est vrai, ça. Et c'est pareil, c'est pour que les magasins qui vendent des liquides de clopes électroniques, ils aient l'air de... que ça ait du sens, que ça puisse concurrencer éventuellement le tabac, et qu'il y ait l'air d'avoir que le gars soit un peu un sommelier du liquide électronique de clope. Avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 3 minutes. Ah, et le café! Et le café! Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que ça me choque par le vin? Alors, par exemple, je vois pas de café, pareil. Est-ce qu'on va avoir la même notion, tu vois? Ouais, non, si. En fait, c'est dans tout, n'importe quel truc, j'ai l'impression, quand ça devient... Ou est-ce que c'est juste les trucs qui se mangent? Je vais essayer d'identifier. J'essaie d'identifier au fur et à mesure... Vidéo que j'ai fait pour vous, histoire d'apprendre les bases du vin de manière très simple et très ludique. Et sinon, bien sûr, vous pouvez directement vous inscrire à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques, et puis c'est accessible... Elle fait ses formations en ligne, quoi. Comment savoir si un vin est complexe? Bonjour à vous, la question qu'on va se poser aujourd'hui dans la leçon du dégustateur, c'est qu'est-ce que c'est qu'un vin complexe? Alors, on Et à rentre dans des quel notions particulières, décris-nous le complexe. moment on va... Les voitures, c'est pareil. Les voitures, c'est pareil, c'est vrai. Il y a aussi l'élitisme. Mais est-ce que quand même, il n'y a pas... En fait... Est-ce que ça serait pas que c'est pas grave? En fait, le fait que ça va être nerdisé et que du coup il y a tout un savoir autour et que des gens aiment briller en le disant comme ça, avec un truc assez hermétique. En fait, suivant les contextes, ça dépend. J'ai l'impression que c'est problématique que quand il y a que la version élitiste de ça. Parce que je veux dire, tu peux avoir des gens passionnés de bagnole et qui ont tout leur langage hermétique et tout, en étant des beaufs, voilà. Tu vois. Alors j'ai l'impression que le vin, ça n'est que il n'y a qu'une vibe bourgeois, quoi. Le monde de la sommellerie est pourri par des vieux cons qui se sentent supérieurs, mais en vrai, c'est assez simple et hyper intéressant. Et justement, ça sert à tout le monde si tu sais à peu près quel vin tu aimes. Même si t'as pas les bons mots, un sommelier saura t'aiguiller et c'est toujours cool d'avoir des clients pas péteux qui veulent découvrir des trucs. Ouais, ok. Non, mais bien sûr, parce que derrière, il y a un vrai produit et je comprends tout à fait que des gens aiment ça, hein. En fait, c'est l'utiliser comme outil pour se distinguer et que ça dépasse presque la consommation en vin elle-même qui devient bizarre, je trouve, finalement, non? On va qualifier le niveau de complexité d'un vin. Vous savez que quand vous dégustez votre verre de vin, donc on suit toujours les mêmes 3 étapes. Ah, il a l'air bien celui après, il a un petit papillon. On le sent et on le goûte. Ouais. Et il y a un moment dans ces étapes de la dégustation où on va essayer de qualifier le niveau de complexité d'un vin. Donc en fait, les deux opposés, ce sera un vin simple. Les cigares, les sneaks. En fait, c'est vrai que c'est... Mais pourquoi c'est si particulier? Les vendeurs de montres. Ouais, mais du coup, ça devient pour moi des niches un peu, du coup... ça devient des niches de trucs où il y a des passionnés dans chaque truc, tu vois. C'est plus là le côté, le vin, il y a un truc mondain, il y a un truc de... C'est pas juste t'es passionné de ça, c'est tu veux te faire passer pour je m'y connais en vin, tu vois. C'est pas que les nerds dans leur coin qui vont se retrouver pour parler de ça uniquement, quoi. Ils existent, mais il y a un paraître. Versus un vin complexe. Alors, première chose à avoir en... Les cinéphiles. Les cinéphiles. C'est vrai, hein. C'est vrai que les cinéphiles... Les cinéphiles. Peut-être la Déjà, quelqu'un qui dit qu'il est cinéphile, bon, c'est déjà bizarre. complexité qu'on va évaluer sur le vin, c'est au niveau des arômes qu'on va la qualifier. Mais ça veut dire que le niveau de complexité, je peux le retrouver éventuellement donc au nez, hein, quand je sens mon verre de vin, je le fais tourner, j'essaye de retrouver les arômes. C'est vrai que pour vendre des produits que tu peux pas goûter avant d'acheter, alors justement, le vin, il y a un côté très goûté, non? Ah, pas quand t'achètes une bouteille dans un, ouais, je vois. C'est censé avoir un vocabulaire spécifique. Non, mais comme il y a un côté que c'est un produit noble, entre guillemets, parce qu'on les garde dans des caves de je sais pas quoi, qu'en fait on fait complexifier le processus et après c'est gardé, donc il faut un certain temps, etc. Bon, on a des étapes de production. Si on regarde même d'un point de vue du marché, on a des étapes de production pour faire ce truc qui va de toute façon coûter cher et qui est loin, qui est pénible, etc. Et donc pour trouver du sens au fait qu'on prend plus de... à certains, qu'on prend plus de temps pour certains et qu'on doit les vendre cher quand même,
eh ben, on doit trouver derrière tout un truc que ça a du sens, parce qu'en fait, c'est quelque chose de complexe, il y a tout un art autour de le faire, de le comprendre, de le goûter, c'est tout un langage, tout un monde. Et il faut à côté que les vins dégueux existent pour valoriser ceux qui sont chers de ceux dont on parle comme ça, et puis c'est aussi pour une certaine classe sociale, et etc. Et ça permet d'être le liquide qui en plus s'associe avec des repas, dans le côté on mange bien, etc. Et qui du coup, voilà, il a complètement une fonction un outil à être supérieur, quoi. Des vins de gueux, j'ai dit dégueu, mais c'est pareil, c'est pareil. Mais ça peut être également en bouche, parce que quand vous avez du vin en bouche, vous allez également percevoir des arômes. Hein, les arômes, c'est pas seulement au nez, c'est également en bouche qu'on les perçoit en rétro-olfaction. Ouais. C'est pour ça qu'on est amené, généralement quand on déguste, on grume, on fait... Et le fait de grumer, d'aspirer de l'air, ça permet d'aérer le vin en bouche et de retrouver les arômes. Ça, je peux comprendre. La plupart du temps, personne ne se différencie en un vin moyenne gamme d'un haut de gamme. Oui, je pense que la majorité des gens, ça doit être vraiment le côté... Il n'y a que des trucs vraiment très très dégueux. Tu remarques que c'est dégueu, peut-être c'était un peu l'habitude. Et puis sinon, à partir d'un certain truc... C'est un peu comme on disait avec la richesse. Qu'à partir d'une certaine richesse, ça n'a plus d'impact sur toi et ton moral, ta santé mentale, etc. Bon, à partir d'un certain bon vin, peut-être qu'il n'y a pas énormément de différence entre 20 balles et 500 balles. Mais peut-être qu'il y en a entre 5 balles et 20 balles. Mais qu'on parle du nez ou de la bouche, quand on veut parler de complexité, quand on veut évaluer la complexité, c'est toujours les arômes qu'on cherche à définir. Tous les trucs de trentenaire, il y a un côté élitiste comme ça. Je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est une tendance générale. Moi, je trouve que c'est le vin qui la cristallise, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a un réflexe général dès qu'il existe quelque chose, à vouloir lui donner beaucoup de sens, à développer un langage autour, et c'est ça qui va lui faire prendre la valeur, qui va lui faire prendre une certaine place, et puis du coup, dès que ça s'est installé, bon, voilà, ça contribue à ce que tu transmets socialement. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Alors, les parfums, il y a plusieurs manières manières les d'évaluer parfums, la c'est vrai ça. Pour... Ça, c'est un délire les parfums. C'est vrai qu'il faudra faire une. Mais oui, bien sûr, les parfums. Et là, je vais vous rendre encore plus. Non, parce que là, autant les vins déjà. Ok, vous commencez à comprendre qu'en fait, c'est surtout beaucoup parce que j'ai pas les compétences. Mais alors le parfum, c'est encore pire. C'est vraiment encore pire. Je vais devoir forcer dans le... Je dois limite mentir pour ne pas que vous croyiez que je mens, en fait. Parce que si je dis des vrais trucs, je vais dire, moi, je trouve vraiment... je sais pas, quand on me fait sentir des parfums, je trouve qu'ils sentent tous pareils, je comprends pas. Mais je crois que j'ai juste vraiment le nez et la bouche très peu développés, quoi. Vraiment comme un enfant, quoi. Vraiment, moi, j'aime bien un bon chocolat chaud, quoi. Un bon chocolat chaud, un cookie, voilà, un truc rassurant. Pour faire au plus simple, dans cette vidéo où je fais en sorte d'avoir un format qui soit quand même le plus court, le plus pratique possible, je vais vous expliquer peut-être le niveau le plus parlant, le plus explicite. Quand vous analysez les arômes du vin, il y a plusieurs manières pour procéder. Le parfum, je trouve que c'est un vrai truc, parce qu'en fait, mais c'est vrai, en fait, c'est juste parce qu'en surface, quand tu sprouches un parfum, il y a d'abord cette odeur d'alcool, en fait, qui invente la vraie odeur, et donc ça, je trouve que c'est quand même commun à toutes, puis il faut aller fouiller derrière. Ok, tu vois. Alors qu'il y a des saveurs... des odeurs et tout qui sont bien, tu vois, mais ça va plus être des trucs d'aliments ou des trucs très précis, tu sais, l'odeur de l'amande, des trucs comme ça. Mais quand c'est des parfums un peu chers, un peu compliqués, je trouve que c'est... Ouais, c'est un mélange de plein de choses. Je trouve qu'ils sont tous un peu... Tous un peu la vieille dame, quoi. Un peu... Ça sent la vieille dame parfumée. Pour qualifier les arômes, la plus connue, c'est de classer les arômes du vin par famille. Donc on a les arômes floraux, on a les arômes, par exemple, les notes animales. Ouais. Après, au sein des fruits, il y a différents sous-groupes. Je vous ai indiqué ici quelques-unes des familles d'arômes. Donc ce que j'ai mis... Allez, ok. Donc floral, vert, exotique, rouge, noir à noyau. Alors par contre, attention, vert, qui est la sous-catégorie ici de floral, et non pas vert, le synonyme de nerveux, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il peut être vert
dans le sens il est nerveux. Donc là, vous pouvez dire, quand vous goûtez, vous faites... voilà, vous goûtez. Il est vert. Hein. Attention, je précise avant que tu dises quoi que ce soit, qu'on se soit bien compris. Je ne veux pas dire qu'il est nerveux. Hein. Je veux dire vert dans le sens floral, évidemment. Un peu comme ça. Et ici, hein, donc ça, c'est les différents fruits, parce qu'on peut le subdiviser en différents sous-groupes pour les fruits. Donc note florale, les fruits, épices, empyromatique, c'est tout ce qui est grillé, toasté, les notes boisées, etc. Lacté, ok. Fermentaire. Végétal, animal. Et l'idée, c'est qu'au sein de ces familles d'arômes, on va bien sûr ensuite avoir des arômes précis, des descripteurs précis. Ouais. Et quand on veut qualifier la complexité... Mais moi, j'arrive à y voir le sens. Si c'est pas... En fait, c'est fou, mais je crois que ce truc devient un truc qui va aller pour tous les types de personnes suivant leur utilité. Il y en a qui vont vouloir briller en société en connaissant les quelques termes, etc. Mais je peux imaginer qu'il y a des vrais obsédés du vin qui sont genre, oh putain, la manière, juste le plaisir de les catégoriser, de comprendre tout le lore et tous les termes qui permettent de tous les ranger et que ça se range comme ça dans leur palais mental. Je comprends cette notion, tu vois. On le fait tous avec des choses qui nous passionnent à notre échelle, finalement. On va regarder combien on a de familles d'arômes différentes. Imaginez, je vous sers un verre de vin rouge, donc là je ne vous dis pas ce dont il s'agit. Il danse, le verre danse. Je dis il y a quelques notes de fraises, de groseille par exemple. Si un jour tu as un vin blanc qui sent la pisse de chat, tu peux briller en disant « il sent le buis ». C'est un terme pour dire ça à tout le monde, c'est que c'est pisse de chat en vrai. Ah, ouais. Fraises, groseille, framboise. Tous les arômes que je vous cite, j'ai beau vous... n'existe pas. Je suis totalement en train de citer des fruits, les uns après les autres, ceux qui me viennent dans ma tête comme ça. Citer plusieurs arômes, ils sont tous au sein de la même famille. Et je vous montre ici, hein, donc ça serait la famille, dans ce cas-là, des fruits rouges, on va dire. Hein, famille des fruits rouges. Si par contre, dans ce verre de vin, au-delà de ces framboises, fraises, je vais trouver aussi quelques notes éventuellement boisées, quelques notes de poivre, de réglisse, voire quelques des arômes, hein, ce qu'on appelle des notes animales, par exemple notes de cuir. Là, tout de suite, quand je parle des notes animales, du cuir, éventuellement du poivron vert, je vais sur les notes végétales, ensuite des notes épicées, poivrées, boisées. Donc à chaque fois, on va partir sur des familles différentes. Ouais. À partir du moment où on a un large panel d'arômes et on a plusieurs familles, on peut parler de complexité des arômes. D'accord, ah oui, c'est ça. Mais du coup, c'est aussi une bonne façon d'avoir l'astuce pour dire qu'il est complexe. C'est-à-dire, si tu as l'impression de reconnaître n'importe quel fruit rouge, tu peux commencer à partir dans la famille des fruits rouges et faire, ah oui, c'est intéressant. Ici, on est vraiment sur... j'ai des notes de framboise, de fraises, de machin. Mais en fait... Ouais. Pour vous donner un repère, alors il y a des manières différentes de procéder, hein, mais je vais vous donner un repère le plus clair possible. À partir du moment où vous avez plus de 3 familles d'arômes... De cassis. Et tu dis pas cassis, tu dis cassis. Je perçois un peu de cassis. Au sein des différents arômes que vous retrouvez, on peut parler de complexité. Quand vous avez du mal à retrouver des arômes, que vous avez que 1 ou 2 arômes de la même famille, on peut même parler de vin simple. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir un vin complexe? Est-ce que c'est ce qu'on recherche en dégustation? Alors, oui, éventuellement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir beaucoup de plaisir à déguster un vin plus simple. Si je prends typiquement... Je suis en train d'imaginer des cas où il goûte des trucs et... Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu me fais goûter ton vin simple, tu me prends pour un abruti? Tu me prends pour un abruti avec ton vin simple là, tu crois que je suis qui, moi? Donc le cépage, par exemple, Sauvignon, un Sauvignon de Touraine, sur la fraîcheur. Ce qu'on va rechercher sur un Sauvignon de Touraine, donc on est dans la Loire pour vous situer, un cépage blanc avec une belle acidité. C'est comme s'entraîner à un sport, de s'entraîner à sentir, de déguiser son nez. On dit aiguiser son nez. Ce qu'on va rechercher, c'est justement cette fraîcheur, cette acidité et ce fruit. On n'a pas d'élevage en fût de chêne, hein. Le fruit, on va retrouver ces notes de fruits verts, d'agrumes. C'est vrai que les chiens, ils seraient super bons là-dedans s'ils pouvaient parler. Citron. On est vraiment sur la partie verte. Donc vert, là on peut y mettre aussi les agrumes, hein, pour le coup. Tout ce qui est très frais. Donc la pomme verte, le citron, le pamplemousse par exemple. C'est marrant, moi j'aurais appelé ça orange. Mais ok. On va être sur ces notes. Donc on ne va pas avoir forcément une grande complexité au nez, dans ce cas précis, mais pourtant j'aurai beaucoup de plaisir à le déguster.
Après, c'est vrai qu'au moment d'évaluer le niveau de qualité du vin, on va se baser sur différents critères. J'en reparlerai à une autre occasion parce que je vais essayer de rester sur un format plutôt court. Ouais. Donc, on va se baser sur différents critères et un de ces critères, ce sera la complexité. Donc, en général, quand on a une certaine complexité dans le vin, quand on a la concentration, la complexité, on tend vers un certain niveau de qualité également. Ah oui, voilà, il est plus complexe, il y a plus de voilà. Donc en fait, là, on commence à dire, je vois tout à fait la logique. Ah oui, ok, je n'arrive pas à trouver. Si je n'arrive pas à trouver, c'est qu'il est complexe. Je vais dire un truc que je connais plus ou moins, que j'ai l'impression de voir, et je vais citer tous les autres trucs de la catégorie. Comme il est complexe, il a une bonne structure, donc il est charpenté. Il est charpenté car sa complexité, il a comme ça, voilà, il y a une belle structure, il a une certaine, voilà, c'est un vin qui a une certaine assise, et on sent quand même que par toutes ces générosités qu'il nous offre, par ce voyage, en fait ce voyage, moi j'ai envie de te dire ici avec ce vin, je te dis pas ça parce que c'est toi qui es en face de moi qui t'ai goûté ce vin, mais moi je voyage avec ça. Je voyage, ça me fait penser à pas forcément des lieux où j'ai été, mais des émotions que j'ai ressenties en voyage ici, et là c'est vraiment grâce, voilà, c'est tout le côté tannique en fait qui frappe, qui me fait ressentir ça en fait. C'est qu'il laisse pas indifférent. Il laisse pas indifférent. Moi, je me dis pas ici, oui, voilà, j'ai bu ce vin, je passe à autre chose. Non, non. Là, il m'a marqué. J'ai vécu une histoire avec. J'ai vécu une histoire avec ce vin. Voilà, là-dessus, franchement, je crois que c'est. Voilà pour cette petite leçon du dégustateur, en espérant que vous ayez appris des choses. À demain pour la prochaine. Ah, pardon, c'était fini. J'aurais pu passer là au suivant. Oh, cool, on va regarder celui-là, ça a l'air super. Et en plus, maintenant, on dit tannique ou tanneux, une fois pour toutes. Que je me trompe pas. Parce qu'en fait, tout ça, je fais genre comme si c'était un stream pour un thème qui m'intéresse, mais en fait, je vais demain à une dégustation de vin, en fait. Et voilà, il faut que je sois à jour, quoi. Tanax. Il est Tanax. Ce serait bien de transformer, tu transformes tous les termes qu'ils disent là, mais tu les changes un peu comme ça. Tu fais ouais, bon, un peu argilax, tu vois, mais un banger quand même, à mon sens. Un banger, il est là, il tanne. Il me tanne, mais directement, mais franchement, en vrai, voilà. Je le tabasse, je le défonce, moi. Voilà. Et là, tu vois, je pense qu'on aurait beaucoup plus. On perdrait ce côté un petit peu élitiste, on aurait un côté. Voilà quoi, le vin à tout le monde. Complexe de baiser. Un vin ouais, fruité, puis c'est un vin choc bar. Moi, avant tout, un vin choc bar ici, mais on va le laisser un petit peu, voilà, on va le laisser décanter. Et puis il va s'ouvrir, il va se laisser, voilà, on va le déguster après. Tiens, tu savais que c'était comme un orgasme féminin? Et là, voilà, t'enchaînes, quoi. Les accords mets et vin. Alors, les accords mets et vin, là, on entre en plein dans le centre de ma théorie du complot. Les accords mets et vin n'existent pas, d'accord? Mais au fur et à mesure de tout ce qu'on a vu avant, sachant que je commence à comprendre leurs adjectifs pour décrire le goût du vin, il est réel que, sachant que la nourriture a du goût, ça j'ai déjà remarqué, ça oui, et que les vins ont des subtilités, il s'agirait ensuite de comprendre le fait qu'on puisse les associer. Bon. Si je n'y crois pas, c'est parce que je ne l'ai jamais vécu. Jamais on m'a dit, voilà, ce vin-là sera parfait avec ce plat-là, et là je fais, ah oui. Ah maintenant vous m'aviez mis un autre vin, j'aurais fait, mais bordel, mais qu'est-ce qui se passe vous m'insultez ou quoi? Et là, les deux se marient. Ben non, en fait, non, quoi. Ça, j'arrive pas à le comprendre. Mais non, mais il faut le vivre pour le croire. Mais attention, j'ai juste paraphrasé le titre de la vidéo. Quoi, c'est pas ça, vous croyez? Je crois que je me trompe. Non, mais les accords mets et vin, c'est ça. C'est quand on accorde les mets et le vin. Mais moi, il est vrai que je sépare beaucoup l'alcool de la nourriture, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus... on mange avant un petit peu pour pas avoir l'estomac vide, c'est pas bon de boire sur l'estomac vide. On boit avec modération, bien sûr, hein, je le redis encore une fois, Twitch. Et après, une fois qu'on est sous, comme ça, qu'on rentre de soirée, ou pas,
ou qu'on n'est pas sous, parce qu'on peut boire avec modération, eh bien là on chope un petit kebab, bon voilà. Maintenant, le fait d'être à table et de se dire, attends, avec ce que je vais manger là pendant mon plat, j'aimerais tel vin, etc. Bon, d'aucuns diraient, bah tu n'es pas assez raffiné, tu ne comprends pas, mais c'est vrai que moi, pendant que je bouffe, je préfère de l'eau. Je préfère de l'eau ou peut-être même un petit soda. Et encore, tu vois, maintenant, vraiment, je préfère de l'eau. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission La Minute du Caviste. Salut de Nicolas. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qu'on se pose souvent, que sont les accords mets et vins. Quel vin servir avec tel ou tel plat pour avoir l'accord le plus savoureux possible? Je suis avec Vincent. Bonjour Sophie. Dites-moi, comment fait-on pour s'y retrouver dans ces accords mets et vins? D'abord, il ne faut pas en faire tout un plat, Sophie. En fait, l'idée derrière cette notion d'accord entre les mets et les vins, c'est de trouver le meilleur équilibre possible entre les saveurs de ce que l'on mange et de ce que l'on boit. Et pour ça, je vais vous donner une règle de base toute simple. C'est l'harmonie des couleurs. Alors, les vins blancs se marient mieux avec des nourritures peu colorées. La viande blanche, la volaille, le poisson, les crustacés. Mais là, ce sont des acteurs. Pour moi, c'est pas une vraie interaction, ce qui se passe. Je reviens au message, mais Bria Savarin, accessoirement un fromage, mais aussi un cuisinier. Ah! C'est le fromage qui... Il était d'abord fromage ou d'abord cuisinier? Qui a décidé de ces accords il y a 200 ans, mais en vrai, buvez tout ce que vous voulez, expérimentez, elle a visité des chais, on apprend des choses et la dégustation est gratuite. C'est pas des cracks, mais c'est toujours très attaché à la tradition historique que j'ai toujours trouvé bizarre. Donc, t'es en train de dire que l'aspect d'associer les mets et le vin, d'associer les boissons et le truc, on n'est pas sur un truc qui est vraiment observable et qui évolue avec le temps et les nouvelles saveurs, on est sur un truc assez officiel. C'est un complot. Ça a été décidé par les puissants, dans l'ombre, il y a des siècles. On a décidé, voilà, on appellera ça le vin et on va faire comme s'il s'associait avec de la nourriture. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est les décideurs. C'est des gens comme ça derrière, c'est les sommeliers, les œnologues, c'est pas rien. C'est pas 3 personnes. Crustacés, ok. Quant aux vins rouges, plus riches en tanins, ils accompagneront mieux des mets aux saveurs plus puissantes, comme les viandes rouges. Après, on peut raffiner tout ça. Alors, avec du veau, de l'agneau, des petits gibiers à plumes, servez un vin jeune, rouge, léger. Et en revanche, avec du bœuf, du mouton, des gros gibiers, alors là, cherchez plutôt un vin tannique, dans la force de l'âge, un Médoc ou un Côte-du-Rhône. D'accord, donc je pense que vous avez retenu ces vins blancs avec viande blanche. Ah, mais c'est facile alors, ok, vin blanc avec viande blanche, d'accord. Et viande rouge avec vin rouge. En fait, c'est ok. Et plus la viande est complexe et a du caractère, plus on met un vin qui a le même type de caractère en face. En fait, c'est pas très... Oui. Et ou poisson, et un vin rouge avec de la viande rouge. Dites-moi, Vincent, c'est vrai qu'au cours d'un repas, on est amené parfois à servir plusieurs vins d'affilée. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Oui, et il est très simple. On va du vin le plus léger vers le plus corsé. Alors, dans la tradition, on sert d'abord le vin blanc, et puis on finit par le vin rouge, en règle générale. Ça, j'ai bien noté. Donc... C'est effroyable ce qui se passe ici. On va essayer de donner un repas Ça, j'ai bien noté. type, et puis vous me direz ce que je vais servir avec. Très bien, allons-y. Donc on va commencer par un plateau de fruits de mer, par exemple crevettes, coquillages. Oui, alors là, sans hésiter, un blanc sec et nerveux, un vin de Loire comme un Sancerre. Ou plutôt Ah, donc nerveux, c'est pas que un défaut. Quand on peut choisir de chercher un vin nerveux. On a vu un vin nerveux, qu'on peut aussi parler de vin vert. C'est ça que je vois ici. Nerveux, donc qui aurait vraiment, voilà, qui est très sec. Donc pas du tout rond en bouche. Qui vient vraiment trancher comme ça et tout. Qui serait nerveux. Qui vient presque nous agresser. Pour aller avec ses fruits de mer, quoi. Plutôt, alors, des papillotes de chèvre avec une petite salade. Bon, alors là, on est plus... attendez, je sais ce qu'il va dire. Un vin blanc, un peu plus rond, un peu plus fruité, quoi. À ce moment-là, un rosé léger, comme un Côte je trouve que j'avais un peu raison. de Provence, servi bien frais.
n'est-ce pas? Et pour le plat, je vois bien quelque chose de classique, une côte de bœuf par exemple. Ça se fait vraiment de conseiller des vins rosés? Je croyais que c'était pour les gens qui aiment le vin et tout, c'était pas un vrai vin, je croyais. Alors là, c'est l'occasion ou jamais de sortir une bonne bouteille de très bon rouge. Hein. Alors, un vieux Bordeaux, un Saint-Émilion, ou alors un Bourgogne, un Nuits Saint-Georges, un Gevrey-Chambertin, ou encore un Châteauneuf-du-Pape, un Gigondas. Et puisque l'on... Les noms sont marrants. Un Gigondas. On sert 2 types de vins, hein. Prévoyez des verres. C'est vrai que c'est une longue minute caviste. Pour le blanc. Ça, je sais. Il y a 3 verres et disposés de gauche à droite. D'abord le verre à eau, ensuite le verre à vin rouge et ensuite le verre à vin blanc, n'est-ce pas? Oui, et le verre à vin blanc peut être légèrement plus petit que le verre à vin rouge. Très bien. Qu'est-ce qu'on sert pour le fromage? Mais si c'est l'inverse, tout explose. Tout explose. Là, vous pouvez parfaitement resservir un peu de votre blanc du début. Hein, Ah, avec le fromage. à condition que le type de fromage s'y prête. Et pour le dessert, Vincent, je vois bien un gros gâteau au chocolat. Ça m'étonne pas de vous. Mais non, mais alors attendez, autant pendant un repas, quand c'est les parties salées, je veux bien qu'on boive un peu de vin, je préfère pas, je préfère le boire. Mais alors, par contre, pendant le dessert, là, non, moi, je déteste mélanger quoi que ce soit d'alcoolisé avec les trucs sucrés, quoi. Du chocolat. Je s'y prête. Et pour le dessert, Vincent, je vois bien un gros gâteau au chocolat. Ça m'étonne pas de vous, gourmande. Bon, alors là, vous avez 2 écoles. Ça m'étonne pas de vous, gourmande. Gourmande, va. Je vois bien un gros gâteau au chocolat. Ça m'étonne pas de vous, gourmande. Bon, alors là, vous avez 2 écoles. À l'intonation, on aurait dit que c'était son prénom, gourmande. La classique vous conseille de prendre un vin doux naturel, un Banyuls, un C'est vrai que l'alerte sub, ça m'étonne pas de vous, gourmande, j'aime bien. Mori aux notes de torréfaction, de caramel, dont le moelleux viendra adoucir la force du chocolat. Mais vous pouvez également essayer un alcool brun, un cognac âgé par exemple, très rond en bouche. Cela plaira aux curieux et ça ravira les amateurs de sensations nouvelles. Vous voyez, en fin de compte, Elle joue mal quand même, la personne qui écoute. D'ailleurs, elle ne le regarde pas directement, elle regarde derrière. le choix du vin va vous permettre ou bien d'équilibrer les saveurs dominantes du plat ou au contraire de les renforcer. J'ai bien compris la logique. Et dans ce cas-là, si je fais une tarte tatin? Ah bah là, champagne. D'ailleurs, préférez le servir en flûte, qui conservera mieux les arômes que les... Pareil. Ah bah là, champagne. D'ailleurs, très bonne alerte sub également. Préférez le servir en flûte, qui conserveront mieux les arômes que les coupes. Mais pour en revenir à votre tatin, eh bien, choisissez un champagne demi-sec, frais, vif, léger, qui contrastera avec la richesse de la tarte, ou bien un crément aux arômes de fruits jaunes. Ou alors, vous pouvez choisir d'accompagner les saveurs sucrées de la tarte caramélisée en choisissant un vin moelleux, liquoreux, comme un Coteau du Lion ou un Cadillac. Équilibré ou accompagné? Alors maintenant, l'œnologie pour les femmes, c'est parti. Mesdames, à vos verres de vin, à vos couteaux de sommelier. On va parler maintenant, grâce à David Arthur, d'œnologie. Alors c'est vrai que spontanément on se dit c'est plutôt a priori une affaire d'homme. Eh bien... Ah ouais. Que nenni, me répondez-vous? Mais oui, parce que depuis 2 ans, effectivement, les femmes prennent d'assaut les cours d'œnologie. Alors il y a de plus en plus de petits cavistes qui organisent effectivement des soirées d'œnologie pour faire découvrir tous les trésors et tout le patrimoine viticole français. Et alors pour effectivement vous le prouver, je suis allé à Perpignan rencontrer une femme extraordinaire qui s'appelle Sylvie Aguirre, qui a été vraiment un des très grands sommeliers français à l'international. Elle a été l'élève de Philippe Forbrac, qui a été meilleur sommelier du monde en 1992. C'est vous dire. C'est ce qu'il y a une étape, on le voit pas, c'est ça pour goûter. En fait, il y a une étape où tu trempes ton zizi dans le vin. En fait, c'est pour ça qu'à la base, c'est plus la connaissance qu'elle a. Elle anime un blog qui s'appelle Le Vin Comté aux filles et elle organise effectivement des cours d'œnologie et on va vous faire découvrir toutes les subtilités du vin français, mais avec modération. Voilà, parce qu'on s'adresse aussi. Évidemment, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Un tout petit peu, mais pas trop. Voilà, donc l'œnologie avec modération, mais avec plaisir. Super. Voilà. L'œnologie pour les femmes. Le vin est désormais une affaire de femmes et elle le prouve en prenant d'assaut depuis 2 ans les cours d'œnologie.
Fonctionnant beaucoup plus au ressenti que les hommes, au cours des ateliers d'initiation à la dégustation, elles font preuve d'une grande curiosité et elles sortent Je suis pas déçu. Franchement, jusqu'ici, je suis pas déçu. facilement des sentiers battus pour découvrir des vins d'exception à petit prix. Pour une dégustation réussie, et en plus si on est à table avec son cher et tendre et qu'on veut un peu l'impressionner, on va regarder la couleur qui va nous donner des indications sur le millésime, sur le cépage. Donc en fait, elles s'y intéressent, les femmes, mais c'est pour impressionner leur chair et tendre. En fait, c'est pour faire regarde, maintenant, je sais aussi, je peux parler de vin avec toi, je peux, voilà, presque être crédible. Pour un vin blanc, on va pouvoir parler de l'épaisseur du Elle est mignonne quand elle essaie de parler de vin. disque. C'est la surface du vin qui va nous donner une indication sur le gras, l'alcool qu'il y a dans le vin. Pour un rouge, on ne regardera que la surface. Ensuite, on va sentir le vin et on va avoir des arômes qu'on va essayer de définir et qui vont nous donner là aussi des indications sur le millésime. La bouche en dernier, donc avec l'attaque, c'est la première impression en bouche, le corps et la finale. Et donc si on veut impressionner son mari, on peut effectivement parler de la longueur en bouche. Bonsoir les filles, le petit son mari, on peut effectivement parler de la longueur en bouche. Bonsoir les filles, le petit livret de la dégustation. Je vous laisse vous installer. J'ai ressenti le besoin de suivre ces cours d'œnologie, déjà parce que j'aime le vin. Et j'avais un petit peu envie d'être capable de mettre des noms derrière les différentes choses que j'avais l'impression de goûter ou de sentir. Amoureuse de sa région, Sylvie aime faire découvrir en priorité les vins du Roussillon qui permettent de très beaux accords mets-vins. Ce qui, en parfait hédoniste, est de loin le plus important pour les femmes. Donc ce soir, on commence par un vin blanc, local, en termes d'intensité. En fait, c'est tout le reportage. En fait, c'est juste qu'il y a le côté... Le sujet, c'est ça. Le sujet de son truc, c'est de faire intéresser les femmes à l'œnologie. Mais donc, l'angle, c'est impressionner les hommes, quoi. Enfin, être... s'intéresser à la passion de leur homme. Voilà, il est relativement ouvert. C'est vrai qu'à côté de Sylvie, on apprend à déguster le vin, à le connaître, on voyage aussi à travers les territoires français. Et je pense que c'est un plus. C'est vrai que grâce à ces cours, quand je bois un verre de vin, maintenant je suis en train de rechercher les différents goûts, les différents arômes, éventuellement de me dire, tiens, est-ce qu'il y a tel ou tel cépage? Vous avez toutes eu le premier nez? Cépage, on le dit depuis le début. Un cépage... Qu'est-ce que vous en avez Non, je suis censé savoir, je crois, là. Je suis censé savoir. Non, mais je le sais, en fait. pensé? C'est assez puissant. Ça date Ouais, 2017, semblerait. C'est franc, c'est équilibré, mais je trouve que le tanin, il est super présent. Des fois, on va dans un magasin, on va choisir du vin et on va regarder par rapport au prix en se disant là, je vais être tranquille, ça va être bon. Alors qu'en fait, en connaissant un petit peu les appellations, en regardant le millésime, en regardant si c'est un négociant ou si c'est un récoltant, entre 6 et 10 euros, on peut avoir des bonnes surprises et avoir des vins de... Oui, alors là, par exemple, voilà, ça a du sens. Par exemple, pour les petites bourses, ou si t'as pas du budget infini, tu vas là-dedans pour une grande occasion comme ça, et donc t'as les petites astuces pour quand même bien le choisir en magasin. Là, de nouveau, ça a peut-être du sens, quoi. Qualité à des prix très corrects. Mais bon. Fleuron commercial de la France avec près de 2 milliards de... Le problème, c'est que tu connais rien, donc tu vas demander à la personne et qui veut justifier son métier et ce qu'il fait, et que ça va être... alors en fait, voilà, c'est super, car c'est un vin qui a des notes de machin et tout. Consommé chaque année dans l'Hexagone et 7,5 milliards d'euros d'exportation annuelle, le vin est désormais une affaire de femmes. En effet, un tiers des domaines viticoles sont dirigés par des femmes et les sommelières françaises sont très demandées dans les palaces internationaux. Allez. Salut les filles. Bravo les femmes. Oui. C'est partout en France. Je réagissais sur Internet. Hein. Tout en France, il y a forcément un petit caviste à côté de chez vous qui organise des soirées d'œnologie et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de découvrir le patrimoine français et Dieu sait que de manière viticole, nous avons un très beau patrimoine. Mais il y avait ça aussi, il y avait comment il s'appelait déjà? Stéphane Edouard. Il y avait Stéphane Edouard qui parle de vin, c'était ça le final, c'était ça le grand final, c'était l'écouter lui. J'aime un bon Cabernet Franc de Loire, un beau Chinon, je m'éclate, quoi. C'est un petit peu comme avec les femmes, quand on a 20 ans, on aime les gros seins. Puis ensuite, ça s'affine normalement. Ouais.
Ah, en fait, tout à l'heure, j'ai ouvert en me disant ah ouais, lui, et puis j'ai entendu juste ça et j'ai fait allez, je mets dans la playlist, ce sera le final. Ce sera le final. Bah oui, j'ai encore oublié. Stéphane Edouard. C'est un gars un peu en mode bon. C'est un peu un coach en séduction à la base, je crois, c'est ça? Qui est qui est un peu mascu, bizarre, mal alpha, red pill, enfin non, c'est encore une autre subtilisée, c'est un autre embranchement turbo, incel, misogyne, enfin voilà. Mais il aime les femmes avant tout, il aime les femmes, et je suis sûr qu'il serait pas contre que l'œnologie soit enfin une affaire de femmes, moi je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans un contexte, évidemment, qui n'est pas... Mais il est déjà 44, attendez, bon vas-y, on regarde lui ou on regarde... parce qu'il y avait McFly et Carlito aussi, c'est vrai. Commun, vous avez reconnu qu'on n'est pas dans mon bureau à Rome, on n'est pas non plus dans l'appartement parisien dans lequel j'ai tourné le live, le deuxième live de l'année 2018, celui sur les questions personnelles. Non, on est totalement hors contexte aujourd'hui. Alors justement, parce qu'on est hors contexte, on va contextualiser un tout petit peu. Ceux qui détestent ça, hein, les bourrins qui veulent tout de suite l'extrait sec, ben, ils n'ont qu'à sauter les premières minutes, puis s'ils sont pas contents, bon, c'est ce qu'on leur dit. Voilà. Donc, vidéo sur le vin. C'est un sujet que je voulais aborder, que je voulais traiter depuis très longtemps. L'opportunité ne s'en présentait pas. Et là, voilà, un petit trou dans l'emploi du temps, dans l'agenda. 48 heures à tuer, Nancy est à moins de 2 heures de Paris en TGV, et je savais, parce que tu me l'avais dit, alors qu'on s'est rencontrés dans un autre contexte totalement différent, que je vais maintenant développer, tu m'avais dit que tu étais caviste, ou en tout cas que tu étais professionnel du secteur. Alors plutôt que de vous parler de vin tout seul chez moi à Rome sur mon bureau avec mon langage de néophyte, j'ai comme trouvé plus pertinent de profiter de la présence d'un des membres du réseau, du cercle homme d'influence. Hein. Comment c'est connu, Maxime ? Stéphane, alors si je ne fais pas d'erreur, on s'est rencontrés l'année dernière à l'occasion de la campagne présidentielle, des élections présidentielles, et j'étais venu vers toi puisque tu avais communiqué à propos de François Asselineau sur ton mur Facebook, et il se trouve qu'à l'époque j'étais un membre important de l'UPR parce que j'étais un petit peu dans le cercle rapproché du président. Je me suis même retrouvé comme porte-parole officiel pendant la campagne présidentielle, et donc je t'avais sollicité à ce moment-là pour essayer de te présenter François Asselineau, de rapprocher des sphères dirigeantes du parti, et puis voir comment tes compétences pourraient être mises à notre service pour la campagne présidentielle. Oui, alors c'est drôle que tu parles de mur Facebook, parce qu'en fait ça a été un petit peu le mur... Et le vin. Ça s'est fini un peu en mur des lamentations, cette histoire UPR. Alors, c'est pas le sujet. Mur des lamentations est un peu exagéré, on va dire mur des désillusions. De mon côté, j'en ai déjà fait 2 longues vidéos qui ont eu beaucoup de succès, entre 50 et 100 000 vues chacune pour des vidéos. Non, j'ai pas les rêves, là je vous observe. Politique de 45 minutes à 1 heure, c'est quand même bien. Bref, nous sommes sortis de cette galaxie, UPR, galaxie, nébuleuse, constellation, vous appelez ça. Ah merde, c'est 51% McFly et Carlito. Merci Juprod pour les 7 mois. Vous connaissez l'UPR, le parti qui monte malgré le silence des médias. Comme vous voulez. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je laisse un tout petit peu. Qui est ta passion, ta compétence, ton expertise pour le vin, voilà. Ouais. Tous les boulets et les bourrins qui voulaient sauter l'intro, c'est maintenant, là, qu'il faut revenir. En fait, il est désagréable. Alors, qu'est-ce que tu fais dans le vin exactement? Et moi, je vais jouer le rôle de ce que j'appelle la brêle éclairée, le néophyte éclairé, c'est-à-dire effectivement quelqu'un qui aime et qui a acquis des bases comme ça par l'expérience. C'est exactement celui qu'on définit, exactement. Je trouve qu'en plus, il représente hyper bien ça. On définissait, comme il veut dire, le néophyte éclairé. C'est vraiment ça, c'est le profil depuis le début. Je crois qu'enfin, après cette soirée, j'ai mis le doigt dessus. Je crois que c'est ça que je déteste, c'est les Stéphane Edouard, c'est les néophytes éclairés. C'est donc pas les gens du métier, de trucs de voilà, mais ceux qui en soirée vont, avec le peu qu'ils savent, essayer de tout faire pour faire genre je m'y connais en vin parce que ça contribue à leur valeur sociale qu'ils transmettent. Ils auront l'air distingués et plus importants, supérieurs, ils sauront quelque chose de plus. Et c'est en général des gens qui vont vouloir, dans tous les domaines, dans toutes les situations, apprendre juste ce qu'il faut pour avoir l'air de savoir ce qu'ils disent, qui vont dire des trucs qui sont pas vraiment justes, mais qui vont le faire avec énormément d'assurance. L'important, c'est d'impressionner et d'écraser, et non pas de discuter, s'intéresser, échanger, ou ce genre de choses. Et il y a ça un peu dans tous les domaines, mais c'est cristallisé dans le vin, parce que le milieu, dans le contexte dans lequel ça boit, etc., bon, il y a cette interaction, il y a ce côté mondain. Pour moi, tout est là, quoi. Tout est là. Je mens très légèrement parce que j'ai pris quelques cours. Mais bon, oublions ça, c'était à Sciences Po, j'étais jeune. J'ai été au club onologie de Sciences Po. Mais bref, oublions. Donc je vais jouer le rôle de la brêle éclairée
tu vas jouer le rôle de l'expert, et nous allons discuter pendant le temps... C'est vraiment une vanne, hein, ce mec-là, c'est fou. ...que nous désirons, enfin plutôt le temps que dure la batterie, de la caméra. Le temps que dure le biceps bien contracté de notre cadreuse Anne-Laure, à qui on passe le bonjour. Bonjour Anne-Laure. Ah merci, il y a du contexte. L'UPR de parti, le mec qui voulait faire le Frexit, sortir de l'UE, qui a fait toute sa com sur Internet avec une communauté très forceur, qui commentait partout. Vous connaissez l'UPR? Ah d'accord, c'est ça. Ok. Un peu comme les gens qui mettaient vous connaissez Peertube sous les commentaires des vidéos YouTube. C'est la même chose un peu. Et qu'on essaie de convaincre même sous des trucs qui n'ont rien à voir. Ok. Merci pour la contextualisation, effectivement. Je ne connais pas tous les tenants aboutissants de votre donc voilà, tout le temps fonctionnement de votre pays. J'ai déjà entendu les lettres, mais alors là, j'ai envie qu'on arrive à approcher cet univers où dont les Français ne savent plus rien. On porte de bas la flamme de l'onophilie à l'échelle mondiale. Quand on vient, je viens en France tous les mois, j'y ai habité quand même pendant 35 ans. Les Français ne savent plus rien. Je sais que c'est pas pareil Peertube, mais c'est parce que tous les gens commentaient en dessous des vidéos en disant vous connaissez Peertube, c'est la même technique. Du vin, enfin. Il y a un peu il y a une anecdote qui illustre le fait que les Français ne connaissent plus très bien le vin, puisque même à la tête de l'État, ça s'est vérifié. Ah là, ils utilisent ça comment pour dire ça se perd. Ça se perd. Il y a on est dans l'idiocratie ou quoi? Les gens sont de plus en plus bêtes, sont de moins en moins éduqués. Vous avez vu les vidéos de Lina dans les années 60 comme les gens parlaient bien? Aujourd'hui, les gens parlent n'importe comment. Tous les gens sont débiles. Et donc, ils s'y connaissent moins en vin. On a eu, je crois il y a 2 ans, une rencontre entre François Hollande et Matteo Renzi, qui était dirigeant italien à l'époque. Qui s'est fait fesser aux législatives. Exactement, et Matteo Renzi a dit à François Hollande, tu sais François, les vins italiens sont meilleurs que les tiens. Et François Hollande, plutôt que de défendre les vins français sur leur aspect gustatif, les qualités de production et la tradition française, le terroir et le patrimoine, François Hollande... C'est ça aussi. Le vin, il y a un côté tradition, il y a le terroir et le patrimoine, ouais. Bien sûr. Tout penaud et a simplement réussi à répondre. Peut-être Mathéo, mais tu sais, je vends les miens plus cher que les tiens. Et c'est exactement. Je connaissais pas cette anecdote. Et c'est une anecdote véridique. C'est exactement la relation qu'on a un petit peu aujourd'hui avec les vins français, qui bénéficient d'une bonne réputation. Et nous partons du principe que puisque les vins français ont une bonne réputation et que le public français est censé connaître ces vins-là, eh bien, il est acquis que nous les connaissons et nous n'avons pas besoin d'approfondir notre découverte des vins et d'apprendre à connaître ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, et d'apprendre à connaître les conditions de production et puis les circuits de vente. Arrêtez de dire que tout le monde. Vous avez vu sur YouTube. Sous la vidéo, quand on a regardé les gens qui adoraient Napoléon, là, il y a plein de gens qui s'énervent, ils font mais pourquoi, tout son chat, là, ils disent que c'est des faf et tout.